Ja Rule, qui était une star du hip-hop populaire dans les années 90, a eu quelques démêlés avec la justice aux États-Unis et cela a porté un coup dur à sa réputation. La star du hip-hop a connu un parcours fructueux et une belle histoire, de sa croissance dans la rue à ses millions de dollars gagnés grâce à la musique. Mais aujourd'hui, son héritage est sur le point de disparaître et voici tout ce que vous devez savoir sur la façon dont il est passé du statut d'icône du rap à celui de célébrité controversée. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Ja Rule. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Né Jeffrey Bruce Atkins dans le Queens à New York, Ja Rule a été élevé dans une famille religieuse. Son père est parti lorsqu'il était enfant et sa sœur est également décédée alors qu'ils étaient jeunes. Il a donc grandi comme un enfant unique. Sa mère était une travailleuse de la santé qui n'avait pas le temps de rester à la maison, donc Ja Rule a passé la majeure partie de son enfance avec ses grands-parents. Ce fut l'erreur numéro 1 car ses grands-parents qui étaient âgés ne pouvaient pas le surveiller tout le temps, le faisant ainsi quitter l'église des témoins de Jéhovah pour commencer à vendre de la drogue. Hollis, où il a grandi, était en proie au trafic de drogue et à la violence des gangs, et lorsqu'il a quitté l'église de ses grands-parents à l'âge de 12 ans, il a également commencé à vendre de la drogue. Ce qui est intéressant dans sa vie de vendeur de drogue, c'est que la plupart de ses clients étaient les parents des enfants avec lesquels il allait à l'école. Comment a-t-il pu leur vendre de la drogue ? C'est complètement ahurissant, car comment ces adultes en viennent-ils à acheter de la drogue à un enfant de 12 ans et donc à le fréquenter ? Pourquoi n'ont-ils pas contacté ses parents ? Ou pourquoi ne lui ont-ils pas simplement apporté de l'aide en lui conseillant de retourner à l'école ? En 1994, quelques années après avoir quitté le trafic de drogue à l'âge de 18 ans, Ja Rule découvre sa passion pour le rap et rejoint Chris Black et O1 dans le groupe de hip-hop Cash Money Clique. Le trio travaille avec DJ Irv pour produire leurs chansons et sort leur premier single, Get That Fortune. Ils sortent le morceau de manière indépendante et avec le succès du single, ils obtiennent un contrat d'enregistrement avec TVT Records. Ils rééditent ensuite la chanson sous le label en face B de leur deuxième single, For My Clique. Le morceau met en vedette Mick Geronimo et devient populaire sur les radios pirates, prouvant ainsi au monde qu'ils ont un grand avenir dans le hip-hop. Mais tout cela s'effondre lorsque Chris Black est arrêté en 1995 avant la sortie de leur troisième single. Le groupe ne peut pas continuer sans Chris et ils se séparent et abandonnent tous le label. Ja Rule entretient une relation étroite avec DJ Irv qui a alors commencé à travailler chez Def Jam et change son nom en Irv Gotti. Irv a été embauché comme reconnaisseur de talent pour le label et a ainsi pu récupérer Ja Rule en le faisant entrer dans le label. Il a fait sa première apparition dans le label lorsqu'il a joué dans la chanson de Mick Geronimo, Time to Build, aux côtés de DMX et Jay-Z, qui étaient également au début de leur carrière. Ja Rule a ensuite collaboré avec Christina Milian dans Between Me and You, qui est devenue l'une des chansons les plus populaires de l'époque. Elle a atteint la 11e place du Billboard Hot 100. Avec tout ce succès, comment Ja Rule a-t-il fini par devenir la risée de l'industrie ? Eh bien, tout a commencé avec son conflit avec 50 Cent. Alors vous vous demandez peut-être comment 50 Cent est-il assez puissant pour provoquer autant de dommages au nom et à la personne de Ja Rule ? Eh bien à l'époque pas tout à fait, mais son conflit avec Ja Rule a mis le rappeur de Mesmerize dans l'embarras, ce qui a peut-être été l'une des raisons pour lesquelles la carrière de Ja Rule a échoué. Mais entrons plutôt dans le vif du sujet. En 1999, Ja Rule tournait un clip vidéo dans le quartier du Queens lorsqu'il s'est fait voler son collier. Après le vol, il traînait dans un club et a vu que la personne qui lui avait volé le collier traînait avec 50 Cent. Apparemment, 50 Cent, qui était relativement nouveau dans l'industrie, était ami avec le voleur et Ja Rule a commencé à supposer que c'était 50 Cent qui avait envoyé son ami pour le voler. 50 Cent n'avait pas de conflit avec Ja Rule avant le vol, donc ça n'avait aucun sens qu'il soit accusé comme ça. Mais ce récit est la version de 50 Cent de ce qui s'est produit, ce qui rend leur conflit étrange. Selon le récit de Ja Rule, il s'est fait voler pendant le tournage du clip vidéo de Murder for Life, mais il n'a pas vu 50 Cent dans le club et s'est montré glacial envers lui et son ami. En fait, il n'aurait pas vu 50 Cent du tout.
Il a affirmé que 50 Cent était en colère contre lui parce qu'il avait été snobé par Murder Incorporated et qu'on lui avait refusé l'opportunité de figurer dans le clip de Ja Rule. Donc 50 Cent agissait par dépit envers lui, ce qui rend le conflit unilatéral. Et bien avec tout ça, il est difficile de dire qui ment et comment la querelle a réellement commencé. Mais nous savons que cela tournait autour du clip de Murder for Life et qu'en 1999, 50 Cent a sorti une diss track visant Ja Rule et Murder Incorporated intitulée Life on the Line. Le morceau est issu de son premier album mis en attente qui n'a jamais vu le jour car il a été éclipsé par l'album Veni Vidi Vici de Ja Rule. Ja Rule n'a pas répondu à la diss track de 50 Cent et ils ont été payés pour se produire dans le même club en 2000. Ils étaient parmi les rappeurs les plus en vogue à l'époque, mais l'organisateur de l'événement n'avait aucune raison de les inviter tous les deux le même jour. Alors qu'ils se rencontraient au club, 50 Cent et Ja Rule se sont disputés, ce qui a conduit à une altercation physique. Et ce n'était que le début d'autre chose qui allait se produire, et ce que les gens pensaient être de la haine en studio s'est rapidement transformé en bien plus que cela. Toujours en 2000, Ja Rule a reçu une information selon laquelle 50 Cent allait se rendre au studio Hit Factory à New York et s'y est rendu avec son équipe de Murder Incorporated. Ils ont rencontré le J-Unit au studio comme prévu et une bagarre a éclaté, conduisant Ja Rule à poignarder 50 Cent. Maintenant, les choses étaient devenues assez sérieuses et il était évident que ces deux-là étaient prêts à faire couler le sang. Après s'être rétabli, 50 Cent est entré en studio en 2002 et a sorti Wangsta qui était son premier single à succès et a atteint la 13e place du Billboard. Il a révélé que Ja Rule était l'inspiration derrière le titre de la chanson, un nom qui serait plus tard utilisé pour identifier Ja Rule pendant des années. La crédibilité de 50 Cent dans la rue a ensuite été attaquée en 2002, lorsque Irv Gotti a révélé que le rappeur d'Inda Club avait déposé une ordonnance de protection contre lui et Ja Rule. Obtenir une ordonnance de protection contre un adversaire est l'une des pires choses qu'un gangster puisse faire, car comment ça, tu n'es pas assez courageux pour l'affronter toi-même ? Pour protéger son image, 50 Cent a nié le fait d'avoir obtenu une ordonnance de protection, et les gens ont découvert que c'était la police qui l'avait émise en son nom. 50 Cent a ensuite sorti une diss track pour prouver qu'il n'avait rien contre lui, ce qui a conduit à une série de diss tracks entre lui et Ja Rule. 50 Cent a ensuite signé chez Shady Records et Aftermath en 2002, ce qui a rendu Ja Rule et Irv Gotti furieux. Ils ont exprimé leur mécontentement envers Eminem et Dr. Dre pour avoir signé un artiste avec lequel ils avaient des problèmes et ont menacé de prendre des mesures contre eux s'ils permettaient à 50 Cent de sortir une chanson dépréciative de Murder Incorporated. Comme si l'avertissement n'était pas suffisant, Ja Rule a ensuite sorti une diss track interpellant 50 Cent, Dr. Dre et Eminem. Son erreur avec ce morceau a été de mentionner la fille d'Eminem, âgée de 7 ans à l'époque, Hailey. Tous ceux qui connaissent Eminem savent qu'il ne plaisante pas avec sa fille et que la dernière chose que vous devriez faire est d'y faire référence dans une querelle que vous avez avec lui. En réponse, Eminem a sorti un morceau intitulé Hailey's Revenge. Mais cela n'a pas suffi car Busta Rhymes a rejoint le conflit et a collaboré sur un morceau de 2003 avec Eminem, Dr. Dre et 50 Cent. Ils ont sorti Hail Mary qui était un remake de Hail Mary de Tupac. La chanson est venue en réponse partielle à Ja Rule, reprenant ainsi la chanson de Tupac Pain qui a été rebaptisée So Much Pain pour l'occasion. Les rappeurs ont estimé que Ja Rule n'était pas assez compétent ou talentueux pour reprendre une chanson de Tupac et qu'il devait prendre du recul pendant que les maîtres lui montraient comment faire. Dans le morceau, ils se sont moqués de lui pour avoir imité Tupac. Par la suite, Eminem a fait en sorte que Ja Rule ne soit plus autorisé à travailler sur des chansons de Tupac et c'est à ce moment-là que les gens de l'industrie ont vraiment commencé à s'éloigner de lui. Ja Rule aurait pu concentrer son attention sur 50 Cent, mais il a décidé d'impliquer la fille d'Eminem dans l'affaire et ça ne se fait tout simplement pas. Mais ce n'était que le début de bien d'autres choses qui allaient lui arriver. En 1999, après la séparation de Murder Incorporated à cause des tensions entre DMX et Jay-Z, DMX a accusé Ja Rule d'avoir copié son style de rap bourru. Il a dénigré Ja Rule dans Wear the Hood Hat et a mentionné que Ja Rule était homophobe. Il a dit que Ja Rule avait des relations sexuelles avec des personnes du même sexe, donc il n'avait vraiment aucune raison d'être homophobe.
Ja Rule a ensuite répondu avec plusieurs insultes sur son album Blood in My Eye. Ils ont étouffé leur conflit en 2009, après qu'Irv Gotti ait demandé à DMX de laisser les choses se tasser pendant qu'il était en prison. Mais alors qu'ils étouffaient leur conflit, cela a conduit à une amitié qui a fait que Ja Rule a été traîné par Kurupt, qui avait des dramas avec DMX. Ils ont en tout cas étouffé leur dispute sur le tournage d'un film en 2002. Mais il semblerait que Ja Rule ne puisse pas rester silencieux plus de 5 secondes, car en octobre 2002, il a dit dans une émission de radio qu'il ne supportait pas Foxy Brown. Foxy Brown était l'une des protégées de Jay-Z et elle avait été accusée d'avoir travaillé avec Nas et Ja Rule pour sortir une diss track contre Jay-Z, ce qu'elle a nié. Donc lorsque Ja Rule a fait cette remarque à son sujet, elle a été sidérée parce qu'elle ne l'avait jamais rencontré auparavant. Cela l'a donc amené à sortir une diss track intitulée Get Off Me. Mais en 2009, ils ont décidé de tout mettre derrière eux alors qu'ils célébraient le 25e anniversaire de Def Jam en 2002. Après avoir travaillé sur un morceau avec Ja Rule en 2003, Lil Mo a fait un clin d'œil à 50 Cent lors d'un concert. Ja Rule et le reste de Murder Incorporated étaient furieux car comment osaient-elles faire un clin d'œil à leur rival? Elle ne connaissait pas sa place. C'était vraiment délirant de sa part, mais elle s'en fichait. Ja Rule a sorti une diss track intitulée Loose Change dans laquelle il insultait Eminem, 50 Cent, Dr. Dre et Lil Mo. Il a traité Lil Mo de connasse et a affirmé qu'il était la seule raison pour laquelle elle était populaire. Lil Mo a ensuite sorti sa propre diss track et a interpolé les paroles de Dr. Dre dans sa diss track contre Eazy-E. Elle a rappé ceci. C'était mon pote, c'était mon héros, mais à présent je ne te supporte plus, ouais, je veux faire sortir ton goût de ma bouche. Dans une interview de 2003, Lil Mo a révélé qu'elle n'avait pas reçu de bonne rémunération ni de reconnaissance pour son travail sur le morceau de Ja Rule, I Cry and Put It On Me. Elle a ensuite rappelé comment Jay-Z lui avait donné de l'argent, des félicitations et une bouteille de cristal pour son travail sur sa chanson Parking Lot Pimpin'. C'était vraiment bas de la part de Ja Rule de la dénigrer et de prétendre qu'il l'avait rendue populaire alors qu'au final il ne lui avait même pas payé ce qu'elle valait au final. La même année, elle a intenté une action en justice de 15 millions de dollars contre lui et Murder Incorporated, mais a abandonné et lui a pardonné en 2011 lorsqu'elle a vu que sa carrière était en difficulté. Lil Mo a déclaré que la vie était trop courte, donc il n'y avait vraiment aucune raison pour qu'elle traîne une affaire avec quelqu'un qui était déjà mal en point. Et comme si les problèmes qu'il avait en tant que rappeur dans l'industrie n'étaient pas suffisants, Ja Rule s'est retrouvé dans un fiasco de fraude. En 2017, la plus grande arnaque de la génération Y a été organisée sous la forme d'un événement appelé le Fire Festival et Ja Rule était en première ligne de la promotion de cet événement. Les promotions de l'événement promettaient ceci. Un endroit où le soleil tropical brille toute la journée et où nos célébrations enflamment toute la nuit. C'est une invitation à se déconnecter, à se connecter à quelque chose de plus profond et à rechercher quelque chose de plus grand. La promesse d'un festival incroyable dans un endroit magnifique a suffi à enthousiasmer les gens et tout le monde a voulu en faire partie. Cette arnaque élaborée a commencé avec Billy McFarland qui a lancé une société de cartes de crédit appelée Magnesis. McFarland s'était fait un nom en tant qu'investisseur en série avant que le FBI ne révèle qu'il était en fait un fraudeur en série qui a escroqué plus de 100 investisseurs de 26 millions de dollars. Quoi qu'il en soit, revenons à Magnesis. La société de cartes de crédit promettait aux gens l'accès à une carte noire sur invitation uniquement qui était considérée comme un symbole de statut financier, montrant à quel point vous étiez en bonne santé financière. Les cartes noires n'ont pas de limite de dépenses, donc pour en obtenir une, il faut être en mesure de ne pas devoir vérifier le solde de son compte avant de faire des achats. La carte noire était destinée aux millennials. McFarland leur promettait l'accès à des soirées exclusives, des billets de concert difficiles à obtenir, des restaurants et des clubs chics, le tout pour un prix de 250 $ par an. Lorsque nous avons étudié le cas pour la première fois, notre première pensée a été de savoir comment il allait donner accès à ces endroits chics avec seulement 250 $. Même s'il travaillait avec les organisateurs de l'événement ou les propriétaires du club et des restaurants, comment allait-il les convaincre de laisser ces milliers ou centaines de membres entrer dans ces endroits avec seulement 250 $ pendant toute une année? Nous ne pouvons qu'observer tout cela de manière objective car nous n'avons pas eu accès à cette carte noire. Mais à l'époque, l'idée de vivre une vie chic pour moins de 5000 $ suffisait à donner envie aux gens de saisir cette opportunité.
Les critiques ont alors commencé à souligner qu'il n'y avait rien de spécial avec ces cartes noires qu'il donnait aux gens. La carte noire de Money n'était pas une carte de crédit autonome, car elle était liée à leur carte d'origine et tous les frais étaient reversés sur leur carte d'origine. Mais ils ont été réduits au silence car les gens étaient déjà convaincus par le rêve et les paillettes. Money a commencé à stagner et à avoir des difficultés, alors que de plus en plus de clients commençaient à se plaindre, ce qui a poussé McFarland à créer une nouvelle entreprise appelée Fire Media. Et c'est exactement à ce moment précis qu'il s'est associé avec Ja Rule. Fire Media devait être une plateforme permettant aux gens de réserver des célébrités en cliquant simplement sur un bouton. Nous parlons de célébrités comme Jay-Z et Beyoncé, le tout en cliquant sur un seul bouton. Pour promouvoir l'application Fire Media, Ja Rule et McFarland ont organisé le festival Fire aux Bahamas et ils ont convaincu les investisseurs d'injecter des millions de dollars dans l'application et le festival. Ja Rule était l'un des investisseurs, même si nous ne savons pas vraiment combien il a investi. Il a fait la promotion du festival sans relâche sur ses réseaux sociaux en promettant la présence du top modèle Bella Hadid. Kendall Jenner a reçu 250 000 $ pour publier un post Instagram sur le festival auprès de ses plus de 100 millions d'abonnés à l'époque, et de nombreuses autres célébrités et influenceurs ont également reçu leur paiement. Avec un tel battage médiatique autour de l'événement, les gens dépensent des centaines voire des milliers de dollars pour obtenir des billets afin de pouvoir voir des artistes comme Designer et Tyga se produire. Mais le jour du festival, ils ont été accueillis avec des tentes et des matelas trempés au lieu des maisons luxueuses qu'on leur avait promises. On leur a également offert des sandwichs rassis au lieu du repas 5 étoiles qui était prévu à l'origine. Il n'y avait pas non plus de top modèle ou de célébrités en vue, et tout cela était un désastre. Les gens ont dû se battre pour avoir un lit où passer la nuit pendant qu'ils digéraient la déception qu'ils ressentaient. À la suite de cet événement, de nombreuses poursuites ont été intentées contre Billy McFarland et Ja Rule. Mais Ja Rule a révélé qu'il avait également été trompé par McFarland, donc les gens devraient aussi être indulgents avec lui. McFarland a finalement été condamné à 5 ans de prison et a remboursé tout l'argent qu'il avait volé aux gens, tandis que Ja Rule a été innocenté car les juges ont déterminé qu'il n'était pas au courant que le festival se révélerait être un tel désastre. Mais faites confiance à son plus grand adversaire, 50 Cent, pour le ridiculiser. Ce n'était pas la première fois que Ja Rule était impliqué dans une affaire de détournement d'argent fédéral, puisqu'il a également été condamné à 28 mois de prison en 2013 pour fraude fiscale. Il était déjà en prison pour avoir caché des armes dans sa voiture lorsqu'il a été accusé de fraude fiscale. Il n'avait pas payé d'impôts sur ses revenus de 3 millions de dollars de 2004 à 2006. Ja Rule a affirmé qu'il n'avait personne pour le guider dans ses finances et qu'il ne savait donc rien des impôts. Même si nous ne sommes pas d'accord sur beaucoup de choses concernant Ja Rule, nous comprenons bien le fait que de nombreuses personnes rencontrent des difficultés avec les impôts. Au final, quand on parle de Ja Rule, on devrait le féliciter pour son impact sur le hip-hop et pour avoir donné une chance à de grands artistes comme Ashanti. Cependant, son nom apparaît souvent en même temps qu'une nouvelle escroquerie, ce qui revient à dire que s'entourer d'une équipe formidable et de gens formidables est la meilleure chose que l'on puisse faire pour mener à bien sa carrière. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt.